Salut à tous. À un certain moment, dans la matinée du mardi 7 avril 2026, Donald Trump a publié ce qui peut être la déclaration la plus extrême jamais faite par un président en exercice des États-Unis dans le contexte d'un conflit militaire actif. Elle n'a pas été transmise dans un câble diplomatique privé, ni dans une note de renseignement classifiée, ni dans une déclaration soigneusement formulée et revue par les juristes de la Maison-Blanche et les conseillers à la sécurité nationale avant sa publication. Elle est apparue sur Truth Social, la plateforme de médias sociaux qu'il avait bâtie précisément pour communiquer sans filtre institutionnel avec un public de dizaines de millions d'abonnés, et de là, elle a atteint le monde entier en quelques minutes. Apparemment, dans la doctrine de communication de Trump, moins il y a de filtres, plus la civilisation se rapproche de la sortie de secours. Toute une civilisation mourra ce soir pour ne jamais être ramenée à la vie. Il a ajouté « Je ne veux pas que cela arrive, mais cela arrivera probablement ». Il a qualifié ce moment de l'un des plus importants dans la longue et complexe histoire du monde. C'était le genre de phrase qui faisait même de l'ambiguïté diplomatique un art perdu. Le contexte était précis et c'est justement ce contexte précis qui rend la déclaration digne d'être analysée en entier plutôt que simplement condamnée ou célébrée. Trump avait fixé une échéance à 20 H heure de l'Est, ce mardi-là, pour que l'Iran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz, ce goulet d'étranglement de 20 et 1 mille de largeur par lequel transite normalement 20% du pétrole transporté par voie maritime dans le monde. Et que le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, bloqué depuis le 28 février, premier jour de la guerre, l'Iran n'avait pas accepté. L'échéance était plus que à quelques heures. Et le président des États-Unis disait publiquement au monde que si l'Iran la manquait, il avait l'intention de détruire toute l'infrastructure civile du pays, centrales électriques, ponts, installations de traitement de l'eau, dans des frappes que les juristes de son propre gouvernement reconnaissaient en privé comme constituant des crimes de guerre au regard du droit international et du droit américain. Voilà une façon de transformer une note juridique en bruit de fond et d'appeler cela du leadership. La veille au soir, les forces américaines avaient frappé l'île de Khark, le principal terminal d'exportation pétrolière de l'Iran, l'installation par laquelle transitent près de 90% des exportations pétrolières iraniennes. Dans l'attaque la plus directe jusque-là contre la survie économique de l'Iran, un responsable de la Maison-Blanche a confirmé la frappe à CNBC. Les prix du pétrole, déjà au-dessus de $100 le baril pour la première fois en 4 ans, continuaient de monter. L'Iran tirait des missiles vers le centre d'Israël, l'Arabie Saoudite et Bahreïn. La chaussée du roi Fahd entre l'Arabie Saoudite et Bahreïn, l'une des liaisons terrestres les plus importantes sur le plan commercial dans le Golfe, était en voie d'être fermée en raison des frappes iraniennes. Et le président disait qu'une civilisation mourait ce soir. Pour une présidence accro au spectacle, même le marché mondial du pétrole était devenu un personnage secondaire. Environ 90 minutes avant l'échéance de 20 H, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu. Voici l'histoire de la façon dont cette menace, l'ultimatum public le plus extrême de l'histoire présidentielle américaine moderne, a produit le résultat diplomatique le plus important de la guerre en Iran, et pourquoi la séquence précise des événements entre le dimanche 5 avril et le mardi 8 avril représente le moment où la résistance de l'Iran aux conditions du cessez-le-feu a finalement cédé. La déclaration selon laquelle toute une civilisation mourrait n'est pas sortie de nulle part. Elle était le point culminant d'une séquence d'escalade rhétorique qui se construisait depuis plusieurs jours et qui visait précisément le calcul psychologique du gouvernement iranien fracturé au moment de pression maximale. Chaque jour s'appuyait sur la déclaration de la veille selon un schéma conçu pour convaincre Téhéran que cette fois, l'échéance était réelle. La performance était brutale, mais la campagne de pression n'était pas accidentelle. Le dimanche 5 avril,
Trump avait publié sur Truth Social un message qui avait déjà testé les limites du langage présidentiel dans un autre registre. En exigeant que l'Iran rouvre le détroit d'ici mardi, il avait écrit « Ouvrez le détroit, bande de fous furieux, ou vous vivrez en enfer ». Dans le même message, il avait menacé les centrales électriques et les ponts iraniens, promettant de détruire des infrastructures civiles dont toute la population iranienne dépend pour l'électricité, les transports et l'activité économique. Il avait invoqué l'islam d'une manière que les responsables iraniens ont décrite comme délibérément provocatrice. Quand une politique est emballée comme une explosion de colère nocturne, le choc n'est plus un effet secondaire, il devient le mode de livraison. Le message du dimanche était le coup de semonce, brutal, grossier et précis sur ce qu'il avait l'intention de faire. Il a provoqué une réaction internationale immédiate. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré être profondément alarmé par ces propos. Des dirigeants européens qui avaient jusque-là pris soin de ne pas condamner directement les États-Unis ont soudain publié des déclarations sur le droit international humanitaire. Des juristes qui étaient restés silencieux pendant 38 jours de guerre ont commencé à apparaître à la télévision pour souligner que la destruction de centrales électriques civiles et d'installations de traitement de l'eau dans un contexte non militaire constitue un crime de guerre en vertu du droit international comme du droit américain. La Maison-Blanche n'a pas retiré la déclaration. L'équivalent de Sarah Sanders dans ce rôle a affirmé que les commentaires de Trump reflétaient fidèlement la politique américaine. Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié cette déclaration de langage terroriste et affirmé qu'elle démontrait la faillite morale de l'Amérique. L'opération de nettoyage, autrement dit, n'était pas un nettoyage du tout. C'était une confirmation avec un meilleur éclairage. Le lundi 6 avril, lors du White House Easter Egg Roll, un événement printanier pour enfants organisé sur la pelouse sud de la Maison-Blanche et mettant en scène une course aux œufs, Trump a affirmé que des interceptions militaires américaines captaient des messages de civils iraniens à l'intérieur de l'Iran disant « Continuez à bombarder, s'il vous plaît », alors même que des bombes tombaient près de leur maison. Il serait prêt à souffrir pour avoir la liberté, a-t-il déclaré. Le gouvernement iranien avait coupé l'accès à Internet, rendant impossible toute vérification indépendante de ces interceptions. C'était un chœur d'approbation remarquablement pratique, apparaissant exactement là où la vérification ne pouvait pas suivre. Lundi soir, sans annonce publique préalable, les forces américaines ont frappé l'île de Karg, le principal terminal d'exportation pétrolière de l'Iran, l'installation par laquelle passent environ 90% des revenus d'exportation pétrolière iraniens. Un responsable de la Maison-Blanche a confirmé la frappe à CNBC. C'était l'attaque la plus directe jusque-là contre la survie économique de l'État iranien. L'île de Karg n'est pas une cible militaire au sens traditionnel du terme. Elle est le cœur financier qui finance simultanément le CGRI, les salaires du gouvernement, les réseaux de procuration et l'effort de guerre. La frappée était le signal opérationnel que la rhétorique du dimanche n'était pas du théâtre. Le marteau était réel. L'échéance du mardi était réelle et la menace sur toute une civilisation, arrivée le lendemain matin, était l'annonce par Trump que le marteau était sur le point de s'abattre sur tout ce qui restait debout. L'administration avait réussi à faire sonner l'expression « pas du théâtre » de façon encore plus inquiétante que le théâtre lui-même. Quand le mardi matin est arrivé, le message était « toute une civilisation mourra ce soir pour ne jamais être amenée à la vie ». La réaction aux États-Unis à la déclaration selon laquelle toute une civilisation mourrait a été immédiate, sévère et surtout bipartite d'une manière que presque aucun moment de la guerre en Iran n'avait été auparavant. Le chef de la minorité à la Chambre, Hakeem Jeffries, a appelé les républicains à placer le devoir patriotique au-dessus du parti et à arrêter cette folie, affirmant que le Congrès devait mettre fin immédiatement à cette guerre de choix irresponsable en Iran, avant que Donald Trump ne nous plonge dans la Troisième Guerre mondiale. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré « Chaque républicain qui refuse de se joindre à nous pour voter contre cette guerre de choix insensée porte la responsabilité de toutes les conséquences de ce que diable tout cela peut être. » Il a ajouté que Trump menaçait de commettre de possibles crimes de guerre et aliéner les alliés,
Plusieurs sénateurs et représentants démocrates ont décrit les frappes proposées contre les infrastructures civiles comme des crimes de guerre annoncés. La représentante démocrate Maxine Dexter de l'Oregon a déclaré que Trump intensifiait une guerre illégale dévastatrice, menaçait de commettre des crimes de guerre massifs et ciblait des infrastructures civiles. La représentante démocrate Yasmine Ansari de l'Arizona, fille d'immigrants iraniens, a déclaré que Trump intensifiait une guerre illégale dévastatrice, menaçait de commettre des crimes de guerre massifs et ciblait les infrastructures civiles en Iran. À ce stade, même la capacité habituelle de Washington à prétendre ne rien entendre avait atteint sa limite technique. Mais les déclarations les plus remarquables sur le plan politique ne venaient pas des démocrates. Marjorie Taylor Greene, qui avait été l'une des défenseurs les plus fiables de Trump au Congrès pendant ses 2 mandats, et qui avait quitté le Congrès en janvier 2026, après une rupture publique avec le président au sujet de ce qu'elle décrivait comme son éloignement des principes MAGA, a appelé à la destitution de Trump par le 25 amendement de la Constitution des États-Unis. Le 25 amendement permet au vice-président et à une majorité du cabinet de transférer les fonctions d'un président incapable d'exercer les pouvoirs et les devoirs de sa charge, le vice-président assumant alors le contrôle, tandis que le président a la possibilité de se déclarer apte à servir. Greene, l'ancienne fidèle de MAGA, appelait J.D. Vance, et le cabinet a retiré Donald Trump du pouvoir. Quand d'anciens loyalistes commencent à chercher des procédures constitutionnelles d'urgence, l'exercice de marque a clairement dépassé le kiosque de produits dérivés. L'ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a publié une déclaration affirmant que l'instabilité de Trump était plus claire et plus dangereuse que jamais après son message disant que toute une civilisation mourrait ce soir. Si le cabinet n'est pas prêt à invoquer le 25 amendement et à rétablir la raison, les républicains doivent reconvoquer le Congrès pour mettre fin à cette guerre, a-t-elle déclaré. La plupart des républicains sont restés silencieux. L'absence de condamnation républicaine d'une menace présidentielle de détruire une civilisation était en soi une déclaration sur l'endroit où les lignes politiques de l'ère Trump s'étaient fixées. Les contre-pouvoirs institutionnels, qui auraient autrefois suscité une opposition républicaine au Sénat, avaient été méthodiquement affaiblis par des années d'érosion des normes et la perspective d'une action fondée sur le 25 amendement venant d'un cabinet profondément loyal envers Trump était essentiellement nulle. Le silence était devenu le communiqué de presse le plus sûr. Le pape Léon XIV, le premier pape américain élu à l'issue d'un conclave surprise, est intervenu depuis Castel Gandolfo, exhortant les personnes de bonne volonté à toujours chercher la paix et non la violence, à rejeter la guerre. Il a précisément qualifié la guerre en Iran de guerre injuste, qui continue de s'intensifier et qui ne résout rien. Un pape de nationalité américaine, parlant depuis l'Italie, pour condamner une guerre américaine comme injuste, voilà l'atmosphère morale mondiale dans les dernières heures précédant l'échéance de 20 âges fixée par Trump. Il faut un type particulier d'escalade pour faire paraître le Vatican comme l'institution la moins dramatique dans la pièce. La dimension juridique de la menace sur toute une civilisation n'avait rien d'abstrait. Plusieurs juristes consultés par NPR ont été directs sur ce que signifierait, en droit établi, le ciblage proposé par Trump des infrastructures civiles iraniennes. La destruction à grande échelle d'infrastructures civiles, de centrales électriques, de ponts et d'installations de traitement de l'eau, sans distinction entre cibles militaires et civiles, est interdite par le droit international humanitaire, en particulier par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels. Elle est aussi interdite par le droit américain, notamment par le Code uniforme de justice militaire. Un tel ciblage est interdit par le statut de Rome de la Cour pénale internationale en tant que crime de guerre dans un conflit armé international. Des juristes ont déclaré à NPR que les frappes proposées contre les infrastructures civiles, telles que décrites par Trump, serait considéré comme un crime de guerre au regard du droit international et du droit américain. Le droit ne se cachait pas dans les petits caractères, il se tenait directement devant la politique. La réponse de l'administration Trump à ces préoccupations, telle que livrée par Trump lui-même lors du
Easter egg roll, a été la déclaration la plus directe d'immunité présidentielle face aux contraintes juridiques de l'histoire américaine moderne. Je ne m'en inquiète pas. Il ne s'en inquiétait pas parce qu'il ne s'attendait pas à devoir rendre des comptes devant la justice internationale et parce que les contre-pouvoirs politiques internes susceptibles de limiter une telle action, l'autorité du Congrès en matière de pouvoir de guerre et l'opposition républicaine ne s'étaient pas matérialisées. La Chambre avait voté à plusieurs reprises sur des résolutions relatives au pouvoir de guerre visant à limiter la guerre en Iran. Elles avaient toutes échoué, le 5e vote du genre échouant par 53 voix contre 47 au Sénat le 1er mars. Trump avait mené la guerre sans autorisation du Congrès pendant 38 jours avant le cessez-le-feu et aucune contrainte institutionnelle n'avait réussi à limiter ses choix opérationnels. La mécanique constitutionnelle était encore là, elle était simplement traitée comme du mobilier décoratif. Ce qui l'a finalement contraint, ce n'était pas le droit, c'était le Pakistan. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a publié un message public sur X pendant les dernières heures précédant l'échéance de 20H. Il a appelé les dirigeants iraniens à ouvrir le détroit comme geste de bonne volonté pour 2 semaines. Il a exhorté toutes les parties en guerre à observer un cessez-le-feu partout pendant 2 semaines afin de permettre à la diplomatie d'aboutir à une fin concluante de la guerre dans l'intérêt d'une paix et d'une stabilité durable dans la région. Ce message public était la surface visible d'une communication privée beaucoup plus intensive. Le maréchal Asim Munir, chef de l'armée pakistanaise, qui parle persan et qui avait maintenu des relations avec la structure de commandement du CGRI grâce à des années de contacts militaires, travaillait simultanément au téléphone et par les canaux de l'ombre. L'annonce du cessez-le-feu publiée par Trump sur Truth Social, environ 90 minutes avant l'échéance de 20H, contenait l'attribution précise qui raconte toute l'histoire. Sur la base de conversations avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir du Pakistan, et comme ils m'ont demandé de retenir la force destructrice envoyée ce soir contre l'Iran, sous réserve que la République islamique d'Iran accepte l'ouverture complète, immédiate et sécuritaire du détroit d'Ormuz, j'ai accepté de suspendre le bombardement et l'attaque de l'Iran pour une période de 2 semaines. L'ultimatum le plus explosif du monde a finalement eu besoin exactement de ce qu'il avait ridiculisé pendant des jours, un médiateur, une échelle et un moyen de redescendre. Trump avait prolongé l'échéance à plusieurs reprises au cours des semaines, précédant le 8 avril, fixant chaque fois une nouvelle date limite ferme avant de la prolonger. Mais cette fois, la combinaison des facteurs, la frappe contre l'île de Karg la veille au soir, la déclaration sur toute une civilisation le matin, l'échéance ferme de 20H et la demande directe du Pakistan a créé un point de décision précis. Le Pakistan ne demandait pas seulement une prolongation, il fournissait à l'Iran la porte de sortie dont il avait besoin pour accepter l'ouverture d'Ormuz sans que cela apparaisse comme une capitulation unilatérale devant les menaces militaires américaines. Le cessez-le-feu a donné à l'Iran un cadre, une fenêtre de négociation de 2 semaines, à l'intérieur de laquelle il pouvait ouvrir le détroit sans donner, sur le plan politique intérieur, l'image d'une simple reddition à l'ultimatum de Trump. Malgré tout le tonnerre, la rampe de sortie devait encore être pavée par quelqu'un d'autre. L'Iran a répondu par un plan en 10 points. Ce plan comprenait un passage contrôlé dans le détroit, coordonné par les forces armées iraniennes. Une formulation qui permettait à Téhéran d'affirmer qu'il gérait l'ouverture plutôt que de se soumettre aux demandes américaines. Il réclamait une compensation pour les dommages de guerre et le retrait des forces américaines de toutes les bases et positions dans la région. C'était une position d'ouverture maximaliste. Trump l'a qualifiée de praticable sur les médias sociaux. Le Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran a publié une déclaration allouant 2 semaines aux négociations avec les États-Unis. Le cessez-le-feu a été annoncé. L'échéance est passée sans les frappes de fin de civilisation que Trump avait promises. L'apocalypse, finalement, avait droit à une prolongation administrative de 2 semaines. La question de savoir si la menace selon laquelle toute une civilisation mourrait a réellement brisé la résistance de l'Iran, comme le suggère le titre de cette vidéo, ou si l'Iran a fait le calcul tactique que 2 semaines de cessez-le-feu
offrait de meilleures options qu'une seule nuit de destruction des infrastructures, ne peut pas recevoir de réponse définitive à partir des informations publiques. Les délibérations internes du gouvernement iranien fracturé, le triangle formé par Vahedi, Abdollahi et Zolgader, qui dirigeait la prise de décision militaire, la faction pragmatique de Galibaf et Arakchi, qui souhaitait une voie diplomatique, et le guide suprême, Incapacitated Mojtaba Khamenei, au sommet, ne sont pas documentés dans le dossier public. Ce qui est documenté, c'est la séquence. L'île de Karg a été frappée lundi soir. L'escalade de Trump était à son maximum mardi matin. Le Pakistan a fourni à l'Iran un cadre diplomatique lui permettant d'accepter sans perdre la face. L'Iran a accepté. Le cessez-le-feu a été annoncé. La science politique de la diplomatie coercitive, le champ universitaire qui étudie la manière dont les menaces produisent des changements de comportement, décrit ce type de résultat comme de la compellence, c'est-à-dire l'usage de la force menacée pour contraindre un adversaire à faire quelque chose qu'il ne ferait pas autrement. Dans le cas iranien, l'objectif de compellence était précis, rouvrir le détroit d'Ormuz. La menace était précise, la destruction civilisationnelle. La limite de temps était précise, 20 H heure de l'Est, le mardi 7 avril, et la porte de sortie était précise. Le cadre de médiation du Pakistan, le plan iranien en 10 points, l'approbation par Trump comme proposition praticable et un cessez-le-feu de 2 semaines. Même la coercition a besoin d'une chorégraphie, peu importe à quel point l'acteur principal insiste pour dire qu'il improvise. Que la menace seule ait produit la conformité, ou que ce soit la combinaison de la menace de l'île de Karg du Pakistan, du cadre en 10 points, et du calcul interne de l'Iran, selon lequel 2 semaines de négociations valaient mieux qu'une nuit de frappe contre les infrastructures. Voilà la question qu'on posait que les historiens étudieront. Ce qui ne fait aucun doute, c'est le résultat. L'Iran a accepté d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Le cessez-le-feu a été annoncé 90 minutes avant l'échéance. Et la menace publique, la plus extrême jamais formulée par un président américain dans un conflit militaire actif, a produit en quelques heures la conformité iranienne la plus importante aux exigences américaines depuis le début de la guerre. La menace selon laquelle toute une civilisation mourrait s'inscrit désormais dans la mémoire historique aux côtés d'autres moments extrêmes d'ultimatum présidentiel américain. L'avertissement de Truman au Japon avant Hiroshima, la déclaration de quarantaine de Kennedy pendant la crise des missiles de Cuba, la stratégie du fou de Nixon qui consistait à projeter l'imprévisibilité pour contraindre les adversaires. Mais elle diffère de toutes ces situations sur plusieurs points précis et historiquement significatifs. La déclaration de Truman sur la bombe, publiée sous la forme de la déclaration de Potsdam, était un document diplomatique officiel, soigneusement formulé, transmis par des canaux diplomatiques établis et accompagné d'une action militaire précise, le bombardement d'Hiroshima lui-même qui rendait l'ultimatum crédible. Le discours de Kennedy sur la quarantaine était une allocution télévisée soigneusement préparée, revue par des conseillers, passée par les canaux juridiques et diplomatiques et livrée dans un registre de gravité mesurée plutôt que de vulgarité désinvolte. La stratégie du fou de Nixon passait par des canaux diplomatiques privés vers Moscou et non par des publications publiques sur les médias sociaux adressées à des centaines de millions de personnes. L'ancien modèle de la conduite de l'État faisait au moins semblant que la mèche devait rester dans une salle verrouillée, pas dans un fil social. Le « Toute une civilisation mourra ce soir » de Trump a été publié sur Truth Social, une plateforme de médias sociaux qu'il avait créée précisément pour contourner les filtres médiatiques traditionnels, vers 6 heures du matin, après une fin de semaine de messages grossiers, utilisant l'expression « ouvrez le détroit »,« bande de fous furieux », qu'aucun président américain précédent n'avait jamais employé dans une communication officielle ou semi-officielle sur la politique étrangère. L'ultimatum le plus extrême de l'histoire présidentielle américaine moderne a été livré par le canal de communication le plus informel, le moins contrôlé et le moins validé juridiquement dont dispose le pouvoir exécutif. Le message était historique, non seulement pour ce qu'il menaçait de faire, mais pour la désinvolture avec laquelle il traitait l'histoire comme une notification poussée. Et pourtant, il a contribué à un résultat.
la séquence des événements, les menaces grossières du dimanche, les remarques du lundi au Easter egg roll au sujet des crimes de guerre, la frappe du lundi soir contre l'île de Karg, la déclaration du mardi matin selon laquelle une civilisation mourrait, la médiation pakistanaise, la proposition iranienne en 10 points, le cessez-le-feu du mardi soir a produit le premier cessez-le-feu de la guerre. Que la rhétorique ait provoqué le cessez-le-feu, ou que la frappe contre l'île de Karg l'ait provoqué, ou que l'intervention du Pakistan l'ait provoqué, ou que le calcul interne de l'Iran selon lequel 2 semaines de négociations valaient mieux qu'une nuit de destruction des infrastructures l'ait provoqué, voilà la question composée qu'aucune réponse unique ne peut résoudre. Ce qui est documentable, c'est que chaque élément de la séquence était nécessaire au résultat et que la déclaration selon laquelle toute une civilisation mourrait constituait le sommet rhétorique qui a donné à l'annonce du cessez-le-feu qui a suivi l'apparence. Du point de vue iranien, d'une véritable échappatoire à quelque chose de catastrophique plutôt qu'une capitulation devant une menace qui aurait pu ne pas être réelle. Toute une civilisation n'est pas morte. Dans la nuit du 7 avril 2026, le cessez-le-feu a été annoncé, le détroit d'Ormuz a été déclaré ouvert. Trump a qualifié la proposition iranienne en 10 points de praticable. 90 minutes avant la fin du monde, tel que Téhéran le connaissait, le monde a survécu pendant 2 semaines, puis il y a eu la prolongation, puis le cessez-le-feu en cours qui n'a pas de point final défini. La menace qui a brisé la résistance de l'Iran le 7 avril a produit un cessez-le-feu qu'aucune des 2 parties n'a encore transformé en paix. La civilisation a survécu à la nuit. La guerre n'est pas terminée. Au bout du compte, la fanfaronnade a survécu, la crise s'est mise en pause et la paix est restée à attendre devant la salle de presse. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt